Lors d'une soirée d'entreprise, j'ai essayé d'embrasser mon mari sur la piste de danse. Il s'est reculé, me foudroyant du regard. Sérieusement? Arrête. Tu te donnes en spectacle. Je ne veux pas d'attache. Avec un regard acéré, j'ai retiré ma bague et l'ai posée sur la table. Au moment où elle a cliqueté, mon statut de « célibataire » est devenu le drame le plus commenté de la soirée. Je ne veux plus être vu comme pris, surtout pas par elle. La voix d'Adacus sortait du haut-parleur de mon téléphone à 5h30 du matin, remplissant notre cuisine vide de mots qu'il avait dit à Scarlett Blackwood 3 nuits auparavant à la soirée de l'entreprise. J'étais debout juste derrière le palmier en pot, assez près pour sentir son eau de cologne mélangée à son parfum, assez près pour l'entendre rire quand elle m'a traité de pathétique. Le reste de l'enregistrement contenait leur plan pour Dubaï, pour prendre Emma, pour tout détruire pendant que je jouais l'épouse obéissante préparant son expresso du matin. Ma main tremblait en ajoutant 2 sucres à sa tasse, sachant que ce serait le dernier café que je lui ferais. La maison de Lincoln Park ressemblait à un mausolée dans l'obscurité de l'aube. Chaque appareil en acier inoxydable, chaque meuble soigneusement choisi, chaque photo encadrée de notre famille supposément heureuse semblait maintenant être des accessoires dans une pièce de théâtre que je ne réalisais pas que je jouais. J'ai posé la tasse d'Adacus sur le comptoir en marbre à sa place habituelle, juste à côté des journaux financiers qu'il lirait en ignorant les bavardages d'Emma sur l'école. Il y a 3 nuits, tout avait changé, mais je devais prétendre que rien n'avait changé du tout. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être témoin de ce voyage avec moi. Si vous croyez que la trahison doit faire face à des conséquences et que les femmes méritent la justice dans leur mariage, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide plus de femmes à trouver de la force dans ces histoires. Emma dormait encore à l'étage, en sécurité dans sa chambre sur le thème des princesses, ignorant que son père prévoyait de l'emmener à Dubaï avec son associé. 6 ans, avec mes yeux et son menton têtu, elle croyait encore que papa décrochait la lune. Elle ne savait rien des récitals manqués, des promesses non tenues, ou de la façon dont il avait commencé à lui apprendre que maman était trop émotive chaque fois que j'exprimais un besoin d'affection de base. Le gala de la société Whitmore & Associates était encerclé sur notre calendrier depuis des mois. Adacus m'avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, noire et conservatrice, rien qui ne détournerait l'attention de son statut d'étoile montante au sein de l'entreprise. J'avais passé des heures à me préparer ce soir-là, espérant peut-être que le cadre formel lui rappellerait notre réception de mariage il y a 8 ans, à l'époque où il me tenait serré sur la piste de danse et me murmurait que j'étais son monde entier. Au lieu de cela, je suis devenu le divertissement. Quand je me suis approché de lui au bar, touchant doucement sa manche et demandant une danse, juste une danse avec mon propre mari. Il avait arraché son bras comme si j'étais malade. Tout le coin nord-ouest de la salle de bal l'avait entendu dire ces mots sur le fait de ne pas vouloir être attaché, de ne pas vouloir être vu comme pris. La flûte de champagne dans ma main avait tremblé alors que j'absorbais le rejet public. Et puis quelque chose en moi s'est brisé net en deux. J'avais retiré mon alliance, l'anneau en platine qu'il avait conçu lui-même quand nous étions jeunes et réellement amoureux, et je l'avais posé sur la table en marbre avec un clic définitif. Considérez-vous comme libre, avais-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Mais la vraie révélation est venue 20 minutes plus tard, quand je l'avais suivi, lui et Scarlett, dans ce coin isolé derrière les frondes de palmiers. L'enregistrement de mon téléphone a tout capturé pendant que je restais figé, apprenant que mon humiliation n'était pas spontanée, mais orchestrée. Ils avaient tout planifié. Mon rejet public était censé me faire paraître instable, faciliter le divorce, rendre la bataille pour la garde une conclusion prévisible. L'horloge de la cuisine avançait vers 6 heures. Adacus descendrait bientôt, s'attendant à son café, à ses journaux et à ce que sa femme soit silencieuse et accommodante. Il n'avait aucune idée que j'avais passé les 3 dernières nuits à tout documenter pendant qu'il dormait, les comptes secrets de LLC que j'avais trouvés sur son ordinateur portable, les emails avec Scarlett datant de 8 mois, le dossier vidéo intitulé « Assurance », contenant des clips édités de moi à mes pires moments, soigneusement sélectionnés pour me dépeindre comme une mère inapte. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Madame Patterson promener son caniche antique. Elle m'a fait un signe de la main et j'ai répondu, me demandant si elle avait remarqué le camion de déménagement que j'avais programmé pour la semaine prochaine. Tout le quartier pensait que nous étions le couple parfait. Adacus Hawthorne, le brillant conseiller financier, et sa femme dévouée, Luna, qui avait renoncé à sa propre carrière pour soutenir ses ambitions. Il ne voyait pas les nuits où il dormait à l'extrême bord de notre lit king size californien, assez près pour sentir sa chaleur, mais séparé par un silence arctique. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophia Winters,
ma seule véritable amie dans cette cage dorée qu'était ma vie. Ça va? Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé à la fête. J'ai répondu, ça va mieux. On prend un café plus tard? Elle a répondu immédiatement malgré l'heure matinale. Dis-moi quand. J'annulerai mon programme de chirurgie si nécessaire. 3 jours avant le gala. J'avais assisté seul, encore une fois, au déjeuner de charité de l'hôpital pour enfants. Adacus avait promis de me rejoindre. Il avait juré qu'il y arriverait cette fois. Sa chaise vide à côté de moi est devenue le sujet de conversation chuchotée parmi les autres épouses. J'avais menti sans hésiter sur une réunion client d'urgence pendant que mon téléphone indiquait sa position dans un restaurant du centre-ville avec Scarlett. Bien sûr, Eleanor, sa mère, avait appelé pendant le dessert pour me rappeler que les apparences comptent plus que les sentiments dans notre cercle social. Elle savait. Toute la famille savait ce qu'il prévoyait, et ils avaient tous choisi son camp avant même que je sache qu'il y avait des camps à choisir. La machine à café a bipé, me ramenant au présent. L'expresso d'Adacus refroidissait. Bien. Qu'il le boive froid. Qu'il goûte quelque chose d'amer pour une fois. Des pas dans les escaliers. Il descendait plus tôt que d'habitude, probablement impatient de vérifier les transferts de compte de Singapour qu'il pensait que j'ignorais. J'ai resserré ma robe de chambre en soie et j'ai affiché le masque de l'épouse obéissante qu'il s'attendait à voir. Bonjour, dit-il sans me regarder en attrapant sa tasse. Ton café est prêt, ai-je répondu, ma voix stable malgré l'enregistrement qui jouait encore dans ma tête. Il a pris une gorgée et a grimacé. Il est froid, n'est-ce pas? Je me suis détourné pour cacher mon sourire. J'ai dû perdre la notion du temps. Encore 3 jours. 3 jours de plus à faire semblant avant de tout exposer lors de la présentation trimestrielle. 3 jours de plus avant que les agents du FBI avec qui je travaillais ne l'arrêtent, lui et Scarlett, devant tous ceux qui avaient été témoins de mon humiliation. La façade parfaite se fissurait, mais seul moi pouvais voir les lignes de faille. Adacus est parti pour le bureau sans finir son café froid, sans embrasser Emma au revoir, sans même jeter un regard en arrière à la famille qu'il prévoyait d'abandonner. La porte d'entrée s'est refermée avec son clic silencieux habituel. Mais aujourd'hui, cela sonnait comme le début d'un compte à rebours. Ce soir, c'était le gala annuel de Whitmore & Associates. L'événement social où l'élite financière de Chicago se réunirait pour se féliciter d'une autre année à rendre les riches plus riches. Ce soir, c'était aussi le moment où je testerais si je pouvais continuer à faire semblant alors que mon monde s'effondrait de l'intérieur. À 16 heures, Emma a bondi dans ma chambre, son uniforme scolaire froissé après une journée d'aventure de première année. Elle m'a trouvé assise à ma coiffeuse, fixant la robe de cocktail noire suspendue à la porte du placard. Adacus me l'avait offerte il y a 2 Noëls, à l'époque où il faisait encore semblant de se soucier de ce que je portais. À l'époque où ses cadeaux venaient avec des baisers au lieu d'attente. Tu es jolie, maman, a dit Emma en grimpant sur mes genoux. Ses petits doigts ont tracé la brosse en argent sur la coiffeuse, celle que ma mère m'avait donnée avant de mourir, avant que je sache ce qu'était la vraie solitude. Tu m'aides avec mon collier, ai-je demandé, en tenant le collier de perles qu'Adacus m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Le visage d'Emma s'est illuminé d'importance alors qu'elle se tenait derrière moi, ses petits doigts manipulant le fermoir délicat avec la concentration d'un chirurgien. Pourquoi papa est parti tôt sans nous, a-t-elle demandé, rencontrant mes yeux dans le miroir. Il a dit qu'on irait tous ensemble. Le mensonge venait si facilement maintenant. Réunion d'affaires importante, ma chérie. Tu sais comment est le travail de papa. J'ai vaporisé le parfum qu'il prétendait autrefois le rendre fou. Bien que ces jours-ci, il remarquait à peine si j'étais dans la pièce. Le parfum me semblait être une armure, comme si en portant assez de choses qu'il aimait autrefois, il pourrait se souvenir pourquoi il m'avait épousé. Jennifer est arrivée à 18h30, notre babysitter habituel, qui avait été témoin de plus de déclin de notre famille que n'importe quel étudiant ne devrait avoir à le faire. Elle ne commentait plus quand Emma demandait pourquoi papa manquait encore l'heure du coucher, ne haussait plus les sourcils quand je rentrais à la maison les yeux rouges d'avoir pleuré dans la voiture. Ce soir, elle m'a juste serré l'épaule et m'a dit que j'étais belle, bien que nous sachions toutes les deux que la beauté ne signifiait rien dans un mariage devenu une transaction commerciale. La salle de bal de l'hôtel Fairmont scintillait d'une richesse ostentatoire qui me donnait la nausée. Des lustres en cristal projetaient des motifs arc-en-ciel sur des tables drapées de soie ivoire. Chaque centre de table valait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je suis arrivé seul, comme d'habitude,
scrutant la pièce à la recherche de la silhouette familière d'Adacus. Je l'ai trouvé au bar, Scarlett Blackwood pressée contre son flanc comme si elle y appartenait. Ses ongles rouges reposaient sur son avant-bras, possessif et audacieux. La robe carmin qu'elle portait laissait peu de place à l'imagination, et la façon dont Adacus se penchait vers elle, riant de quelque chose qu'elle murmurait, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur celle qu'il souhaitait être sa femme. Les autres invités faisaient semblant de ne pas remarquer, mais j'ai surpris les regards de côté, les sourcils levés, les spéculations chuchotées derrière les flûtes de champagne. J'ai lissé ma robe noire conservatrice et j'ai marché vers eux, chaque pas me donnant l'impression de marcher vers ma propre exécution. Le quatuor de jazz jouait quelque chose de sensuel et de romantique. Des couples se balançaient déjà sur la piste de danse. Et j'ai pensé à toutes les danses qu'Adacus et moi avions partagées au fil des ans. Notre mariage où il m'avait fait tourner jusqu'à ce que je sois étourdi de joie. Notre premier anniversaire où il m'avait fait un baiser spectaculaire juste pour me faire rire. Quand avions-nous cessé de danser? Adacus, dis-je, touchant doucement sa manche. Voudrais-tu danser avec moi? Toute la section nord-ouest de la salle de bal sembla faire une pause, les conversations s'estompant alors que les gens sentaient le drame poindre. Les lèvres de Scarlett se sont retroussées en un sourire narquois, et elle a reculé légèrement, lui laissant de la place pour exécuter la cruauté qu'ils avaient répétée. Il a arraché son bras de mon contact avec une telle violence que le champagne a giclé d'un verre d'invité à proximité. Son visage s'est tordu de dégoût comme si je lui avais demandé de danser sur des charbons ardents au lieu d'une piste de bal. Sérieusement, Luna, tu te donnes en spectacle. Sa voix portait ce ton particulier de mépris qu'il réservait habituellement aux employés incompétents. Puis vinrent les mots qui ont tout changé, plus fort, pour que notre public entende chaque syllabe. Je ne veux pas être attaché. La salle a littéralement halté. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette, le métal claquant contre la porcelaine. Ma main a bougé sans pensée consciente, faisant glisser mon alliance de mon doigt. L'anneau en platine a capté la lumière des lustres alors que je le posais sur le bar en marbre. Le doux clic audible dans le silence soudain. Considérez-vous comme libre, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix alors que ma poitrine me semblait s'effondrer. Des téléphones sont sortis des poches et des sacs à main, tout le monde documentant l'implosion spectaculaire du mariage des Hawthorne. Je suis resté là un moment, les laissant tout capturer avant de me diriger vers les toilettes des dames la tête haute, refusant de leur donner l'effondrement qu'ils désiraient. Sophia m'a trouvé appuyé contre le lavabo en marbre, mes mains agrippant le bord assez fort pour faire mal. Elle n'a rien dit au début, elle a juste tenu mes cheveux en arrière pendant que je me penchais, luttant contre une nausée qui n'avait rien à voir avec le champagne. La moitié de la salle pense que tu es la femme la plus courageuse de Chicago, a-t-elle murmuré. L'autre moitié pense que tu as perdu la tête. Peut-être que les deux sont vrais, ai-je réussi à dire, en m'aspergeant les poignées d'eau froide. À travers la porte des toilettes, nous avons entendu des voix du service de comptabilité. Avez-vous vu Adacus et cette femme, Scarlett? Ils sont partis ensemble juste après la scène de Luna, sans même essayer de se cacher. La main de Sophia s'est resserrée sur mon épaule, mais j'étais déjà en mouvement, sortant des toilettes avec un calme que je ne ressentais pas. J'ai suivi la traînée de leurs parfums et de leur eau de Cologne coûteux à travers le labyrinthe de couloirs de l'hôtel jusqu'à ce que j'entende leur voix provenant d'un salon privé. Mes talons silencieux sur l'épais tapis. Je me suis positionné derrière un paravent décoratif orné, assez près pour tout entendre. Mon téléphone a enregistré chaque mot alors que la vérité se déversait dans leur cruauté désinvolte. 8 mois de planification et ça a parfaitement fonctionné, a dit Scarlett, sa voix épaisse de satisfaction. Elle avait l'air complètement déséquilibrée. Aucun juge ne lui donnera la garde après ce spectacle. Les comptes de Singapour sont prêts, a répondu Adacus. Une fois le divorce finalisé, nous transférons tout. Elle garde la maison avec son hypothèque. J'ai la liberté et Emma. Pauvre Luna, a ri Scarlett. Si pathétiquement évidente dans sa dévotion. Pense-t-elle vraiment que tu te soucies de cette routine de femme au foyer? Le café tous les matins. Les parfaits petits dîners de famille. Emma serait mieux sans sa mère instable, a dit Adacus, et je me suis mordu la main assez fort pour me faire saigner. Le goût de cuivre me gardait ancré alors que je voulais hurler. Luna est trop émotive, trop needy. Encore quelques incidents publics comme ce soir, et la bataille pour la garde ne sera même pas un combat. Ils ont continué à parler, décrivant les plans pour Dubaï, les stratégies de garde et les manipulations financières pendant que je restais figé.
Mon téléphone capturant des preuves qui les détruiraient tous les deux. Quand ils sont finalement partis, riant de mon effondrement, je suis resté derrière le paravent, le sang coulant de ma paume, comprenant enfin que mon mariage ne s'était pas seulement terminé ce soir. Il avait été assassiné, lentement et délibérément, par l'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours. Le sang de ma main mordue a coulé sur le tapis de l'hôtel alors que je sortais en titubant de derrière le paravent décoratif, mes jambes me tenant à peine. Le salon privé où Adacus et Scarlett avaient comploté ma destruction sentait encore leur parfum et leur eau de Cologne. Le fantôme de leur rire flottant dans l'air. J'ai réussi à atteindre ma voiture d'une manière ou d'une autre, conduisant chez moi en pilote automatique pendant que leurs mots se répétaient dans ma tête. 8 mois. Il planifiait cela depuis 8 mois pendant que je faisais son café, que j'élevais notre fille et que je prétendais que notre mariage pouvait être sauvé. Le samedi matin est arrivé, gris et bruineux, correspondant à la tempête qui se préparait en moi. Adacus est parti pour sa partie de golf hebdomadaire au country club à 7 heures. Ses clubs cliquetant dans le coffre de sa Tesla alors qu'il reculait sans dire au revoir. Emma était à son cours d'art du samedi, me donnant 3 précieuses heures seule dans la maison. 3 heures pour trouver la preuve de ce que j'avais entendu. La porte de son bureau à domicile était ouverte, invitante. L'ordinateur portable était sur son bureau en acajou, fermé, mais pas enfermé dans le coffre-fort comme d'habitude. Négligent. Ou peut-être pensait-il que j'étais trop brisé, trop stupide pour regarder. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. L'écran demandant un mot de passe comme un gardien à la porte. L'anniversaire d'Emma. Bien sûr, il l'utilisait pour tout depuis sa naissance. 06152018 L'écran s'est déverrouillé, révélant un bureau organisé avec la précision de quelqu'un qui cache quelque chose. Des dossiers financiers alignés en rangée parfaite, chacun étiqueté avec des noms de clients que je reconnaissais des dîners. Le dossier nommé « Finances personnelles » aurait dû contenir nos investissements communs, nos plans de retraite, les documents banals d'une vie partagée. Au lieu de cela, j'ai trouvé un labyrinthe de documents de LLC, de relevés de comptes offshore et de feuilles de calcul Excel qui m'ont retourné l'estomac. 3 ans. Depuis 3 ans, il détournait de l'argent de clients âgés chez Whitmore & Associates, le cachant dans des comptes à Singapour et aux îles Caïmans sous des noms de sociétés écrans. Le fonds de retraite de Madame Rothstein, celui qu'elle avait confié à Adacus après la mort de son mari, affichait un solde de 0. Les économies de toute une vie de Monsieur Chen, destinées à l'éducation de ses petits-enfants, avaient disparu dans un compte appelé Phoenix Rising LLC. Chaque vol méticuleusement documenté, chaque victime quelqu'un qui avait fait confiance à mon mari avec son avenir. Mais la feuille de calcul qui m'a brisé était intitulée « Projection de règlement de divorce ». Chaque bien que nous possédions avait une couleur assignée. Vert pour lui, rouge pour moi. La maison, hypothéquée à 90% de sa valeur, brillait en rouge. Les comptes d'épargne, mystérieusement épuisés ces derniers mois. Rouge. Le portefeuille d'investissement, transféré sur des comptes offshore que je ne pouvais pas toucher. Vert. Il avait tout calculé au centime près, y compris ce qu'il économiserait en pension alimentaire en prouvant mon inaptitude mentale. Un sous-dossier intitulé « Assurance » a attiré mon attention. À l'intérieur, des centaines de fichiers vidéo de notre système de sécurité domestique. Mais ce n'étaient pas des images brutes. Chaque clip avait été édité avec une précision professionnelle, supprimant le contexte, créant un récit d'instabilité qui me détruirait au tribunal de la famille. Me voilà en train de jeter un verre de vin contre le mur, mais pas la partie où j'avais trouvé du rouge à lèvres sur son col en premier. Me voilà en train de pleurer hystériquement dans la cuisine, mais pas la partie où il venait de me dire que le cancer de mon père était revenu. Me voilà en train de crier sur Emma pour du jus renversé, mais pas la partie où j'étais debout depuis 36 heures avec sa grippe intestinale pendant qu'il travaillait tard avec Scarlett. Les horodatages révélaient la vérité. Il collectionnait ces moments depuis plus d'1 an, provoquant délibérément des disputes lorsque les caméras étaient positionnées juste comme il fallait, appuyant sur tous les boutons qu'il avait appris en 8 ans de mariage. La nuit où il avait, accidentellement, cassé la porcelaine de ma mère, la seule chose qu'il me restait d'elle, il s'était parfaitement positionné hors du cadre tout en capturant ma réaction dévastée. J'ai tout copié sur une clé USB, puis une autre, puis j'ai tout envoyé par email à un nouveau compte qu'il ne connaissait pas. Mes mains bougeaient mécaniquement pendant que mon esprit vacillait devant la cruauté calculée de tout cela. Ce soir-là, Emma a bavardé pendant le dîner de son cours d'art, me montrant le papillon qu'elle avait peint à l'aquarelle. Des ailes violettes avec des taches dorées, a-t-elle expliqué,
parce que ce sont les couleurs de la magie. Puis, aussi naturellement que de respirer, elle a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. L'amie de papa, Scarlett, est vraiment gentille. Elle m'a acheté la nouvelle poupée American Girl la semaine dernière quand elle est venue me chercher à l'école. J'ai posé ma fourchette avec précaution, gardant ma voix calme. Scarlett est venue te chercher à l'école? Parfois, quand Jennifer ne peut pas. Emma a enroulé ses spaghettis, inconsciente de ma panique croissante. Elle m'emmène manger une glace et me demande comment s'est passée ma journée. Elle veut vraiment savoir si tu vas bien, maman. Elle dit que tu as l'air fatiguée ces derniers temps. La pièce a basculé. Ma fille de 6 ans avait été interrogée par la maîtresse de mon mari, soudoyée avec des poupées et des glaces pour rendre compte de mon état mental. Chaque frustration maternelle, chaque moment d'épuisement, chaque fois que j'avais perdu patience avait été recueilli comme munition. De quoi d'autre Scarlett te parle-t-elle? Emma a haussé les épaules, déjà désintéressée. Des trucs, comme si tu pleures beaucoup ou si tu te mets en colère. Je lui ai dit que tu ne pleures que parfois, quand tu penses que je dors. Le dimanche matin a amené Eleanor, ma belle-mère, arrivant sans prévenir avec son coup de sonnette caractéristique. 3 coups secs qui sonnaient comme un jugement. Elle est entrée dans mon hall vêtue de Chanel et de condescendance, ses yeux cherchant des preuves de l'effondrement dont son fils l'avait prévenu. Luna, ma chérie, dit-elle, bien que le terme affectueux dégoulinait d'acide. Tu as l'air épuisée. Tu as peut-être besoin d'une petite pause. Je pourrais prendre Emma pendant quelques semaines. Te donner le temps de te reposer. Le code pour évaluation psychiatrique. J'ai immédiatement reconnu le piège. C'est gentil de ta part, Eleanor, mais Emma à école. Les vacances d'été approchent. Elle s'est installée sur mon canapé sans y être invitée. Sa posture parfaite même en proférant des menaces. Le divorce est si difficile pour les enfants, surtout quand les mères ne peuvent pas offrir une stabilité adéquate. Les tribunaux tiennent compte de ces choses. Tu sais. Le sourire qu'elle m'a adressé aurait pu couper du verre. Elle faisait partie du complot, depuis le début. Chaque dîner de famille où elle avait remis en question ma parentalité, chaque fête où elle avait noté ma volatilité émotionnelle avait servi à monter un dossier contre moi. La stabilité d'Emma vient du fait de rester dans sa routine avec sa mère, ai-je répondu, assortissant son sourire d'un regard d'acier. Le masque d'Eleanor a glissé un instant, révélant la frustration que je ne m'effondre pas comme prévu. Elle est partie avec des baisers en l'air et la promesse de prendre de mes nouvelles bientôt, ce qui ressemblait plus à une menace qu'à une préoccupation. Le parfum d'Eleanor a persisté dans mon hall longtemps après son départ. Ce parfum français cher qu'elle portait comme une armure contre le monde de la classe moyenne dans lequel elle craignait que son fils ne se soit marié. Je suis resté à la fenêtre, regardant sa Mercedes disparaître dans notre rue bordée d'arbres, sachant qu'elle rapporterait à Adacus que j'avais l'air instable mais que je n'avais pas encore craqué. Ils avaient besoin que je m'effondre complètement, publiquement, indéniablement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à rassembler ma propre armée. Le lundi matin a apporté une pluie qui a transformé Chicago en une aquarelle grise. Emma est partie pour l'école dans son imperméable jaune, éclaboussant les flaques d'eau pendant que le chauffeur de bus attendait patiemment. J'ai fait un signe de la main depuis la porte comme n'importe quelle mère normale, puis je suis rentré pour vérifier mes messages LinkedIn sur l'ordinateur portable que j'avais caché dans la buanderie, le seul endroit où Adacus ne regarderait jamais. Un nouveau message attendait dans ma boîte de réception, le nom de l'expéditeur me coupant le souffle. Victoria Ashford. La photo de profil montrait une femme aux pommettes saillantes et aux yeux qui pouvaient couper du verre. Ses références se lisaient comme un manuel sur les crimes financiers. Certification en comptabilité judiciaire, témoignages d'experts dans des affaires fédérales, une réputation pour trouver de l'argent que des personnes puissantes voulaient garder caché. Mais c'était son nom de famille qui a fait battre mon pouls. Le nom de jeune fille de Scarlett avait été Ashford avant qu'elle ne redevienne Blackwood après son divorce. Le message ne contenait que 4 mots. Je sais ce qu'il prévoit. Café? Mes doigts ont survolé le clavier. Cela pourrait être un piège. Une autre pièce du jeu d'échecs élaboré d'Adacus. Mais quelque chose dans sa photo de profil, la fureur à peine contenue dans son sourire professionnel, m'a dit que Victoria Ashford avait ses propres comptes à régler. J'ai tapé en réponse, Wicker Park Café, 14 heures. Le café était niché entre une librairie vintage et un studio de yoga, assez loin du quartier financier pour que personne de Whitmore & Associates ne s'y aventure par hasard.
Je suis arrivé 20 minutes en avance, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur les deux sorties. Vieilles habitudes d'un mariage bâti sur des mensonges. Toujours connaître ses voies de sortie. Victoria Ashford est entrée à 14h pile. Se déplaçant avec la précision contrôlée de quelqu'un qui a appris à canaliser la rage en but. Elle portait un tailleur pantalon anthracite qui respirait le sérieux. Ses cheveux sombres tirés en un chignon qui semblait pouvoir résister à un ouragan. Sans salutation ni politesse, elle s'est assise en face de moi et a fait glisser une clé USB sur la table. Scarlett a détruit mon frère, dit-elle, sa voix basse et stable. Elle a vidé ses comptes, planté des preuves d'affaires qui n'ont jamais eu lieu, convaincu un juge qu'il était instable. Il a perdu ses enfants, sa maison, sa réputation. Quand elle a eu fini, David n'avait plus que des dettes et un calendrier de visites supervisées qui le traite comme un criminel. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer entre nous. Quand j'ai entendu qu'elle utilisait sa magie sur votre mari, j'ai commencé à enquêter. Ce que j'ai trouvé va au-delà de la destruction conjugale. Madame Hawthorne, votre mari et mon ancienne belle-sœur sont des criminels. La clé USB me semblait lourde dans la paume de ma main. Qu'y a-t-il dessus? 4 millions de dollars de détournement de fonds de clients de Whitmore & Associates, des personnes âgées pour la plupart. Des fonds de retraite, des économies de toute une vie, des héritages destinés à des petits-enfants. Ils déplacent de l'argent via des sociétés écrans depuis 3 ans, en utilisant l'expertise financière de Scarlett et les relations clients de votre mari. La mâchoire de Victoria s'est crispée. Mon frère n'était qu'un entraînement. Vous et les clients de votre mari êtes le vrai butin. Elle a sorti son téléphone, me montrant document après document, des relevés de compte avec des retraits massifs. Des emails entre Adacus et Scarlett discutant du « projet Phoenix », leur nom de code pour leur nouvelle vie financée par des millions volés. Une piste papier qui menait à Singapour, aux îles Caïmans, et enfin à Dubaï, où la loi américaine ne pouvait pas les atteindre. Il ne prévoit pas seulement de divorcer de vous, a poursuivi Victoria en faisant défiler un nouvel écran. Il prévoit de disparaître. La confirmation de réservation est apparue sur son téléphone. 3 billets aller simples pour Dubaï, départ vendredi à 23h. Les noms étaient des alias, mais la piste de la carte de crédit qu'elle avait réussi à obtenir rendait les identités claires. Adacus Hawthorne voyageant sous le nom de James Mitchell. Scarlett Blackwood voyageant sous le nom de Sarah Mitchell. Et Emma Hawthorne voyageant sous le nom d'Emily Mitchell, avec une date de naissance correspondant exactement à celle de ma fille. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant sur le sol. Le liquide chaud a éclaboussé ma robe, brûlant à travers le tissu, mais je ne le sentais pas. Il ne prévoyait pas une bataille pour la garde. Il prévoyait un enlèvement. Le passeport, ai-je murmuré. Emma n'a pas de passeport. L'expression de Victoria s'est encore assombrie. Si, maintenant. Ils ont demandé un passeport accéléré en utilisant de faux documents de consentement. Il est arrivé la semaine dernière à une boîte postale enregistrée au nom de la LLC de Scarlett. Le personnel du café s'est précipité avec des serviettes, épongeant le café et la céramique brisée pendant que je restais figé. L'ampleur de leur plan se cristallisait dans mon esprit. Chaque humiliation publique, chaque preuve fabriquée, chaque cruauté calculée avait mené à cela, voler ma fille et disparaître dans une nouvelle vie financée par les rêves de clients âgés qui faisaient confiance à mon mari. Victoria a attendu que le personnel parte, puis s'est penchée en avant. Je monte ce dossier depuis 6 mois, mais j'avais besoin de quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un ayant accès à des preuves que je ne pouvais pas obtenir légalement. Cette personne, c'est vous. Pendant les 3 heures suivantes, nous sommes restés assises dans ce coin, documentant tout. L'expertise de Victoria a comblé toutes les lacunes de mon enquête amateur. Elle m'a montré comment tracer les transactions financières, comment préserver les preuves numériques qui tiendraient devant un tribunal, comment construire un dossier que les procureurs ne pourraient pas ignorer. Nous avons besoin d'une personne de plus, dit-elle en sortant un téléphone crypté que je n'avais pas vu auparavant. Quelqu'un avec des relations fédérales qui peut agir vite quand nous serons prêts. Elle a composé un numéro de mémoire. La voix qui a répondu ressemblait à du gravier mélangé à de la fumée de cigarette. Le genre de voix qui avait trop vu et n'avait rien oublié. Marcus Delano, a dit la voix. Marcus, c'est Victoria. Je viens réclamer cette faveur. Une pause, puis. L'affaire Scarlett? Pire que nous ne le pensions. Enlèvement international, détournement de fonds, victimes âgées.
Nous avons besoin de toi. Envoyez-moi ce que vous avez. Je vais passer quelques appels. Victoria a raccroché et s'est retournée vers moi. Marcus est un ancien du FBI, spécialisé dans les crimes financiers. Il a quitté le bureau il y a 5 ans, mais garde ses contacts à jour. Plus important encore, il a une fille de l'âge d'Emma. Il prend les menaces d'enlèvement très personnellement. L'alliance improbable s'est solidifiée autour d'un café froid et d'une fureur partagée, l'épouse trahie avec un accès de l'intérieur, la belle-sœur vengeresse avec une expertise financière, et l'ancien agent fédéral avec les relations pour rendre la justice rapide et certaine. Nous avons échangé des informations de contact cryptées, établi des protocoles de communication et planifié nos prochains mouvements avec la précision de généraux se préparant à la guerre. Alors que je rentrais chez moi dans les embouteillages, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Adacus. Je travaille tard ce soir. Ne te réveille pas. Je suis arrivé dans notre allée avec le SMS d'Adacus encore brillant sur l'écran de mon téléphone. Je travaille tard. Les mensonges lui venaient si facilement maintenant, roulant de ses doigts comme de l'eau. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Emma faire ses devoirs à table. Jennifer, la babysitter, l'aidait avec des problèmes de maths. 3 jours avant vendredi. 3 jours pour prétendre que mon monde ne s'effondrait pas tout en m'assurant secrètement qu'il le ferait. Mardi matin, j'ai commencé ma performance. Madame Patterson arrosait son jardin quand je suis sorti dans les vêtements de la veille, les cheveux non lavés, les yeux rouges à cause des gouttes que j'avais utilisées pour simuler des pleurs. Elle s'est précipitée vers la clôture, l'inquiétude gravée sur son visage ridé. « Luna, ma chérie, ça va ?» J'ai laissé ma voix se briser parfaitement. Adacus et moi traversons une épreuve. J'essaie de tenir le coup pour Emma, mais c'est difficile. Elle m'a tapoté la main par-dessus la clôture pendant que je savais qu'elle cataloguait chaque détail pour le partager à son club de lecture. En quelques heures, le quartier saurait que Luna Hawthorne s'effondrait. Exactement ce qu'Adacus avait besoin d'entendre. À midi, j'étais assise dans le bureau du docteur Richard Brennan, le thérapeute qu'Adacus m'avait suggéré il y a 6 mois quand il avait commencé à préparer le terrain pour ma prétendue instabilité. Le bon docteur n'avait aucune idée qu'il documentait des preuves qui se retourneraient contre lui de manière spectaculaire. J'ai l'impression de perdre la tête, lui ai-je dit, laissant les larmes couler stratégiquement. Adacus dit que je suis trop émotive, trop needy. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Le docteur Brennan a griffonné des notes pendant que je me dépeignais comme une femme au bord du gouffre, sachant que ces séances seraient citées à comparaître, sachant qu'Adacus penserait qu'elle prouvait son cas. Ce qu'il ne saurait pas avant qu'il ne soit trop tard, c'est que Marcus Delano avait déjà parlé au docteur, expliquant la situation, s'assurant que ces notes documenteraient en fait une femme sous abus émotionnel systématique plutôt qu'une femme en pleine dépression mentale. Ce soir-là, Marcus est arrivé chez nous déguisé en technicien du câble, avec une camionnette et du matériel. Adacus l'a à peine regardé, trop occupé sur son téléphone avec Scarlett pour remarquer les dispositifs d'enregistrement de qualité FBI installés dans chaque pièce. Les minuscules caméras étaient invisibles à moins de savoir exactement où regarder, et l'équipement audio pouvait capter des chuchotements de l'autre bout de la maison. « Le bureau de votre mari est sur écoute », a murmuré Marcus en prétendant vérifier notre connexion Internet. Le salon, la cuisine et le couloir devant la chambre d'Emma. Tout est envoyé à un serveur sécurisé. Quoi qu'ils disent, nous l'aurons. Les appareils ont immédiatement prouvé leur valeur. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, j'ai entendu Adacus au téléphone avec Scarlett. Sa voix portait clairement à travers l'application d'enregistrement que Marcus avait installée sur mon téléphone caché. Elle a appelé ma secrétaire aujourd'hui pour parler de réconciliation. Il a ri. Patricia a dit qu'elle avait l'air désespérée, pathétique. Tout le bureau pense qu'elle fait une dépression. La réponse de Scarlett est parvenue via son haut-parleur. Parfait. Plus elle a l'air instable, plus la garde sera facile. Et Emma ? Je la prépare. Je lui dis que maman est malade, qu'elle a besoin d'aide. Elle a demandé si tu pouvais venir la chercher à l'école demain. La petite t'aime déjà plus que sa propre mère. Je suis resté dans le couloir, les ongles s'enfonçant dans mes paumes, me forçant à ne pas entrer et le confronter. Chaque mot était enregistré, construisant notre dossier. Mais l'entendre empoisonner ma fille contre moi me donnait l'impression d'avaler du verre. Mercredi matin a apporté le pire enregistrement à ce jour.
Je pliais du linge lorsque l'application m'a alerté d'une activité dans le bureau à domicile. Adacus et Scarlett étaient en appel vidéo et leur conversation m'a soulevé le cœur. La clinique de fertilité à Dubaï est très recommandée, a dit Scarlett. On pourrait commencer à essayer dès qu'on sera installé. Emma a besoin d'un frère ou d'une sœur et je veux que nos enfants soient proches en âge. Nos enfants. Elle prévoyait une famille avec mon mari, utilisant ma fille comme premier enfant. Emma s'adaptera, a répondu Adacus. Les enfants sont résilients. Dans un an, elle se souviendra à peine de Luna. Le panier à linge est tombé sur le sol alors que mes mains devenaient engourdies. Il ne volait pas seulement ma fille. Il prévoyait de m'effacer entièrement de sa vie, de me remplacer par une nouvelle mère, de nouveaux frères et sœurs, une nouvelle existence où je n'avais jamais compté. Cet après-midi-là, j'ai trouvé Tyler Morrison dans un bar miteux près de l'université, son ordinateur portable ouvert parmi des bouteilles de bière vides, postulant à des emplois qu'il n'obtiendrait jamais avec son diplôme de Community College et ses dettes croissantes. Il a levé les yeux quand je me suis assise en face de lui, me reconnaissant des faits de l'entreprise où il avait travaillé comme support technique. « Madame Hawthorne, que faites-vous ici ?» J'ai fait glisser $500 en espèces sur la table collante. J'ai besoin de 5 minutes pendant la présentation trimestrielle de demain. 5 minutes pour montrer quelque chose d'important. Ses yeux se sont agrandis devant l'argent. Ça pourrait me faire virer. Tyler, il te paie le salaire minimum pour gérer des systèmes qui valent des millions. Il te traite comme un meuble. Je t'offre un mois de loyer pour 5 minutes de courage. Il a jeté un coup d'œil autour du bar, puis a empoché l'argent. De quoi avez-vous besoin? Nous avons passé 2 heures à répéter les détails techniques. Il déclencherait le remplacement de la présentation à 10h45 précise, au plus fort du discours d'Adacus sur la confiance dans les services financiers. L'ironie ne nous a pas échappé. Si le système principal tombait en panne, j'avais des disques de sauvegarde. Si la sécurité agissait trop vite, je savais où se trouvait chaque alarme incendie dans le bâtiment. Jeudi soir est arrivé avec le poids d'un enterrement. Je me tenais dans ma cuisine, préparant du poulet parmesan, le plat préféré d'Adacus, pendant qu'Emma mettait la table avec la belle vaisselle qu'elle aimait utiliser. Les dispositifs d'enregistrement ont capturé chaque instant alors que nous nous asseyions pour notre dernier dîner en famille, bien que seul moi le sache. C'est excellent, a dit Adacus, coupant son poulet avec précision. Tu t'es surpassé. Emma a rayonné à ce rare moment d'harmonie parentale. On peut avoir de la glace en dessert? La menthe chocolat. Bien sûr, ma chérie, a répondu Adacus, lui ébouriffant les cheveux. Tout ce que tu veux. Il a continué à discuter des plans du week-end avec un enthousiasme qui aurait trompé quiconque ne connaissait pas le vol du vendredi soir pour Dubaï. Il a promis d'aider Emma avec son projet de science, de l'emmener au zoo, de lui apprendre enfin à faire du vélo qui prenait la poussière dans notre garage. Chaque mensonge coupait plus profondément que le précédent, mais j'ai souri et hoché la tête, jouant l'épouse inconsciente une dernière fois. Après le dîner, j'ai regardé depuis l'embrasure de la porte alors qu'il bordait Emma, lui embrassant le front et lui promettant le monde qu'il prévoyait de voler. Elle a enroulé ses petits bras autour de son cou. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Du regret, du doute. Mais cela a disparu aussi vite qu'il était apparu. Adacus a fermé la porte d'Emma avec le doux clic d'un homme qui n'avait aucune idée qu'il venait de dire au revoir pour toujours. Je suis resté dans l'obscurité du couloir, regardant sa silhouette se diriger vers notre chambre, et je n'ai ressenti qu'une froide détermination. Demain mettrait fin à tout. L'aube est venue à 5h15 du matin. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de notre chambre avait la couleur du vieux fer. Adacus dormait à côté de moi, un bras jeté sur l'espace où je me blottissais autrefois contre lui, sa respiration profonde et paisible. J'ai glissé du lit sans le déranger. Mes mouvements, exercés par des mois d'insomnie matinale. Le tailleur noir était suspendu dans le placard de la chambre d'amis où je l'avais caché. La même coupe sévère que j'avais portée à l'enterrement de mon père il y a 3 ans, quand Adacus m'avait tenu la main pendant le service et m'avait murmuré qu'il ne me laisserait jamais affronter quoi que ce soit seul. Le miroir reflétait une femme que je reconnaissais à peine. Des cernes sombres ombraient mes yeux malgré l'anti-cerne, et mes pommettes ressortaient, assez saillantes pour couper. Mais mes mains étaient stables en appliquant un rouge à lèvres de la couleur du sang séché, et ma voix était claire quand j'ai réveillé Emma pour l'école. « Journée spéciale aujourd'hui » a-t-elle demandé, remarquant ma tenue formelle en mangeant ses cornflakes. « Juste quelques affaires à régler,
ai-je dit, lui tressant les cheveux avec des doigts qui avaient fait cela 1000 fois. Je ne le referai peut-être jamais si les choses tournaient mal. Jennifer viendra te chercher après l'école aujourd'hui. Pas l'amie de papa, Scarlett? Non, ma chérie. Pas Scarlett. Le bus scolaire est parti à 7h45. Emma faisant un signe de la main depuis son siège près de la fenêtre, son sac à dos rebondissant à chaque chaos de la route. Adacus est parti 20 minutes plus tard, fredonnant un air sans mélodie en ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. Il a lancé un au revoir désinvolte, déjà concentré sur son discours sur l'intégrité dans les services financiers. L'ironie aurait été amusante si elle n'était pas sur le point de le détruire. Le SMS de Marcus est arrivé à 8h30. Actif gelé. Mandat signé. Agent en position. Victoria a suivi immédiatement. Preuve financière livrée à la SEC. Négociation suspendue sur tous les comptes. J'ai répondu, en route pour Whitmore maintenant. Le trajet vers le centre-ville semblait à la fois interminable et trop rapide. Chaque feu rouge me donnait le temps de douter. Chaque feu vert me rapprochait du point de non-retour. Le bâtiment de Whitmore & Associates s'élevait contre le ciel du matin comme une pierre tombale de verre et d'acier. Ses portes tournantes avalant des employés qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à un moment historique pour l'entreprise. La sécurité m'a reconnu, bien sûr. Tom, le gardien du matin qui demandait toujours des nouvelles d'Emma, m'a fait signe de passer avec un sourire sympathique. Madame Hawthorne, ravi de vous voir. Vous venez pour la présentation? Je ne la manquerai pour rien au monde, ai-je dit, mes talons claquant sur le sol en marbre qui reflétait les lumières du plafond comme des flaques d'eau. La montée en ascenseur jusqu'au 10e étage ressemblait à une ascension vers le jugement. D'autres employés sont montés à divers étages, leur bavardage sur les prévisions trimestrielles et les plans du week-end me passant dessus comme un bruit de fond. Ils n'avaient aucune idée qu'ils partageaient un ascenseur avec une bombe sur le point d'exploser. Tyler se tenait à son poste devant la salle de conférence principale, ses mains tremblant visiblement alors qu'il vérifiait les accréditations sur sa tablette. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'il hoche la tête de manière presque imperceptible. La clé USB était prête. Son doigt planait au-dessus des commandes du système. Nous étions prêts à tirer. La salle de conférence était déjà remplie aux 3/4 quand je suis entré. 300 chaises disposées en rangée parfaite face à une scène où Adacus se tiendrait bientôt. Les écrans de présentation massifs derrière le pupitre affichaient actuellement le logo de Whitmore & Associates, mais dans 17 minutes, ils montreraient quelque chose de très différent. J'ai choisi un siège au dernier rang, dans un coin, avec une vue dégagée sur les deux sorties. Autour de moi, l'élite financière de Chicago discutait autour d'un café et de pâtisserie, leurs costumes chers et leurs sourires soignés cachant les mêmes instincts prédateurs qui avaient permis à Adacus et Scarlett de voler des millions sans que personne ne s'en aperçoive. Scarlett est entrée à 10h25, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce que Tyler gagnait en 3 mois. Elle est passée devant ma rangée sans me remarquer, trop concentrée sur sa place au premier rang où siégeaient les associés principaux. Son téléphone était sorti, ses doigts volant sur l'écran, confirmant probablement les détails du vol de ce soir, s'assurant que leur plan d'évasion restait intact. Adacus est monté sur scène à 10h30 précise, sa présence commandant une attention immédiate. La salle s'est tue alors qu'il ajustait le microphone, son alliance captant les lumières de la scène. Il la portait toujours, maintenant la façade jusqu'à la toute fin. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour la présentation trimestrielle de Whitmore & Associates. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de fondamental pour notre entreprise, la confiance. Le mot flottait dans l'air comme une mauvaise blague. Il a cliqué sur sa télécommande de présentation et des graphiques sont apparus montrant la croissance de l'entreprise, les taux de fidélisation des clients, les performances des portefeuilles. Sa voix était douce, confiante, la voix d'un homme qui n'avait jamais fait face à une conséquence qu'il ne pouvait pas acheter. Nos clients nous confient leur avenir, a-t-il poursuivi, arpentant la scène avec une aisance pratiquée. Leur retraite, l'éducation de leurs enfants, leurs rêves. Cette confiance est sacrée. C'est ce qui nous distingue de nos concurrents. C'est ce qui fait de Whitmore & Associates plus qu'une simple société financière. 10h43 2 minutes. L'intégrité n'est pas juste un mot à la mode ici, a dit Adacus, atteignant son apogée. C'est le fondement de chaque relation, de chaque transaction, de chaque décision que nous prenons. 10h44, la main de Tyler s'est déplacée vers son clavier.
Quand les clients nous choisissent, ils ne choisissent pas seulement des rendements ou des performances. Ils choisissent l'honnêteté. Ils choisissent la transparence. Ils choisissent. 10h45, les écrans derrière lui sont devenus noirs pendant un battement de cœur. Puis ils ont explosé de preuves. Des relevés bancaires montrant des millions détournés de clients âgés ont rempli l'écran de gauche. L'écran central affichait des emails entre Adacus et Scarlett. Leurs plans exposés dans leurs propres mots. Le portefeuille de Madame Chen est parfait. Elle ne remarquera jamais. Déplace encore 500 000 du compte Rothstein. Luna est trop stupide pour comprendre. L'écran de droite montrait des images de sécurité de notre maison. Adacus et Scarlett dans son bureau. De l'argent liquide étalé sur son bureau, tous deux riant. L'audio était parfaitement clair. 4 millions et ce n'est pas fini. Dubaï ne saura pas ce qui lui arrive. Mais le clou du spectacle a été diffusé sur les 3 écrans simultanément. Une conversation enregistrée de mardi soir. La voix d'Adacus. Emma est la clé. Une fois que nous l'aurons à Dubaï, Luna ne pourra plus nous toucher. La voix de Scarlett. Le faux passeport a parfaitement fonctionné. Il s'adaptera. Les enfants oublient vite. La voix d'Adacus. Les clients ne sont que des dommages collatéraux. Ils sont vieux. Ils n'auront pas besoin de l'argent longtemps. La salle de conférence a éclaté. Des chaises ont raclé le tapis alors que les gens se levaient. Des téléphones sont apparus dans chaque main et des cris d'incrédulité ont rempli l'air. Adacus est resté figé sur scène, son visage passant par plusieurs expressions. Confusion, reconnaissance, terreur. Scarlett a essayé de s'enfuir. Alors que la salle de conférence éclatait dans le chaos, elle s'est précipitée de son siège au premier rang vers la sortie latérale. Sa robe rouge, un éclair de désespoir contre le décor neutre de l'entreprise. Mais les portes se sont ouvertes avant qu'elle ne les atteigne, révélant l'agent Morrison et 3 autres agents du FBI qui se sont déplacés avec le calme habituel de personnes qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. Elle a reculé en trébuchant sur ses talons de créateur, son visage s'effondrant alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait nulle part où aller. Scarlett Blackwood, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, complot d'enlèvement et fraude électronique, a déclaré l'agent Morrison, sa voix tranchant le pandémonium. Les menottes se sont refermées autour de ses poignets avec un bruit qui semblait résonner contre les murs de la salle de conférence. Adacus est resté figé sur scène, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, sa télécommande de présentation toujours serrée dans sa main. Lorsque 2 agents se sont approchés de lui, il n'a pas résisté, n'a pas parlé, a simplement fixé les écrans, affichant toujours ses crimes en haute définition. Les menottes semblaient déplacées sur lui, trop contrastantes avec son costume cher, trop permanente pour un homme qui pensait que les conséquences étaient pour les autres. Eleanor, qui était assise avec les membres du conseil d'administration dans la section VIP, s'est levée soudainement, son visage de la couleur de la cendre. Elle a chancelé 1 fois, 2 fois, puis s'est effondrée dans les bras de Richard Whitmore lui-même, l'associé fondateur qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Quelqu'un a appelé une assistance médicale pendant que le sang-froid parfait d'Eleanor se brisait enfin complètement. L'affaire fédérale s'est déroulée avec une rapidité stupéfiante. En 2 semaines, nous étions assis dans le tribunal du district nord de l'Illinois, le même bâtiment où Al Capone avait été jugé pour évasion fiscale. Le procureur James Morrison, un homme qui semblait avoir été taillé dans le granit et la fureur vertueuse, a traité les crimes de mon mari comme des affronts personnels à la décence elle-même. J'ai passé 3 heures à la barre des témoins, présentant méthodiquement les preuves pendant qu'Adacus regardait depuis le banc des accusés. Son avocat, un homme habile nommé Harrison Cross, qui facturait $1 500 de l'heure, a tout essayé. Il a suggéré que j'étais une femme vindicative cherchant à se venger. Il a insinué que j'avais fabriqué des preuves. Il a même essayé de me dépeindre comme une complice qui avait pris peur. Mais les preuves parlaient plus fort que ses objections. Madame Hawthorne, a demandé Morrison lors du contre-interrogatoire. Étiez-vous au courant des activités de votre mari avant l'incident du gala? Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, dis-je en regardant directement Adacus. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il volait des clients âgés. Je pensais qu'il avait juste une liaison. Les victimes âgées ont témoigné par liaison vidéo depuis un lieu sécurisé, leur visage remplissant les écrans de la salle d'audience alors qu'elles décrivaient la confiance trahie et les avenirs volés. Madame Chin a pleuré en expliquant comment l'argent qu'Adacus avait pris était destiné à payer le traitement contre le cancer de son mari.
La voix de M. Rothstein a tremblé alors qu'il détaillait comment il devrait vendre sa maison de 40 ans parce que ses économies de retraite avaient disparu dans des comptes offshore. Lorsque Madame Williams, 78 ans, a témoigné qu'elle faisait confiance à Adacus parce qu'il lui rappelait son propre fils, l'une des jurées, une grand-mère elle-même, a dû s'excuser de la salle d'audience. Le poids de leur douleur remplissait l'espace comme de la fumée, étouffant toute sympathie que l'on aurait pu ressentir pour les accusés. Le pire est arrivé lorsque les services de protection de l'enfance ont présenté leur rapport sur Emma. J'étais assise dans une petite pièce adjacente à la salle d'audience pendant que le docteur Sarah Winters, une spécialiste des traumatismes infantiles, interrogeait ma fille dans une autre pièce. À travers la cloison vitrée, je pouvais voir Emma assise à une table de taille enfant, dessinant des images tout en répondant à des questions que je ne pouvais pas entendre. Mes mains ont tremblé pendant les 90 minutes, Victoria à côté de moi, offrant un soutien silencieux. Lorsque le docteur Winters est finalement sorti, son expression était professionnellement neutre, mais gentille. Emma est remarquablement résiliente, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Elle était consciente que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Les enfants en savent souvent plus que nous ne le pensons. Elle a mentionné que l'amie de papa, Scarlett, lui avait promis une nouvelle vie avec des poneys et des plages, mais qu'elle ne voulait pas y aller sans maman. Un soulagement m'a envahi si vite que je me suis senti étourdi. Qu'a-t-elle dit à propos d'Adacus? Elle est confuse quant à la raison pour laquelle papa a fait de mauvaises choses. Elle a demandé s'il allait en prison parce qu'il ne l'aimait plus. Nous lui avons assuré que les choix des adultes ne sont pas de sa faute, mais elle aura besoin d'un soutien continu pour traiter cela. Le tribunal m'a accordé la garde exclusive d'urgence cet après-midi-là. La juge, une femme sévère nommée Catherine Morrison, sans lien de parenté avec le procureur, n'a pas mâché ses mots. Les preuves montrent clairement le plan de l'accusé d'enlever cet enfant et de fuir le pays. Le père n'aura aucun contact non supervisé avec l'enfant mineur jusqu'à nouvel ordre, ce qui, compte tenu de la durée d'incarcération prévue, signifie effectivement jamais. Cette nuit-là, Emma s'est glissée dans mon lit pour la première fois depuis des mois. Est-ce que papa est vraiment un méchant homme? A-t-elle demandé, sa petite voix étouffée contre mon épaule. Je l'ai serré fort, respirant l'odeur de fraise de son shampoing, et j'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les gens que nous aimons font des choix terribles qui blessent tout le monde autour d'eux. Papa a fait de très mauvais choix, mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'a jamais aimé. Est-ce qu'il reviendra? Pas avant très longtemps, ma chérie. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle s'était endormie. Puis, de la plus petite des voix, est-ce que je l'ai fait partir? Non, bébé. Jamais. Ce n'est pas de ta faute. Rien de tout cela n'est de ta faute. Le jury a délibéré pendant exactement 3h17. Je le sais parce que j'ai compté chaque seconde, assise à la cafétéria du palais de justice avec Victoria et Marcus, buvant un café qui avait le goût de caoutchouc brûlé et essayant de ne pas imaginer Adacus s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Quand ils nous ont rappelé, le président du jury, un homme d'âge moyen qui avait l'air de réparer des voitures pour gagner sa vie, s'est levé avec le verdict. Sa voix était stable, certaine, alors qu'il lisait, nous déclarons l'accusé Adacus Hawthorne coupable de tous les chefs d'accusation. Idem pour Scarlett, coupable de tous les chefs d'accusation. La juge Patricia Thornton, qui avait présidé avec le genre d'autorité tranquille qui rendait les avocats nerveux, a prononcé les peines sans émotion. M. Hawthorne, vous êtes par la présente condamné à 12 ans de prison fédérale pour détournement de fonds, fraude électronique et complot d'enlèvement d'un mineur. Les jambes d'Adacus ont lâché. Son avocat a dû l'aider à rester debout. Mademoiselle Blackwood, vous êtes condamnée à 10 ans de prison fédérale avec révocation permanente de toutes vos licences financières. La juge a ordonné une restitution complète aux victimes, bien que tout le monde sache que la plupart de l'argent avait disparu dans des comptes qu'il faudrait des années pour retrouver et récupérer. Elle a également accéléré notre procédure de divorce, notant que l'incarcération pour des crimes fédéraux constituait des motifs évidents. Eleanor n'a pas assisté à la sentence. Quelqu'un m'a dit plus tard qu'elle s'était enregistrée dans un établissement psychiatrique privé du Wisconsin, incapable de faire face à la destruction de la réputation de sa famille. Le nom Hawthorne, autrefois synonyme de succès financier à Chicago, était devenu un raccourci pour la cupidité et la trahison. Les papiers du divorce sont arrivés au bureau de mon avocat un mardi matin, 6 mois après la sentence. Signé par Adacus depuis la prison fédérale avec une écriture qui semblait tremblante, défaite. J'ai signé mon nom avec des mains stables,
ne ressentant que du soulagement alors que 8 ans de mariage se dissolvaient en documentation légale. La maison de Lincoln Park resterait la mienne malgré l'hypothèque écrasante, et Emma resterait avec moi sans aucune complication de garde. La liberté avait le goût d'un café amer dans la salle de conférence d'un avocat, mais c'était quand même la liberté. Nous avons déménagé de la maison 2 semaines plus tard. La maison était devenue un mausolée de mauvais souvenirs. Chaque pièce hantée par des mensonges que je n'avais pas vus, des trahisons que je n'avais pas soupçonnées. L'appartement du centre-ville où nous avons emménagé était un tiers de la taille, un 2 pièces en location dans un immeuble aux murs fins et aux ascenseurs capricieux. Mais quand Emma a couru à travers les pièces vides ce premier jour, son rire résonnant sur les murs nus, il semblait déjà plus un chez-soi que la maison ne l'avait jamais été. Victoria et moi avons signé les papiers de partenariat pour notre cabinet de conseil dans ma nouvelle cuisine, en utilisant une table de cartes que j'avais achetée dans une friperie comme bureau. Hawthorne & Ashford Financial Consulting se spécialisait dans une chose, aider les femmes à protéger leurs actifs pendant le divorce, en particulier lorsque des abus financiers étaient impliqués. Victoria apportait son expertise en comptabilité judiciaire. J'apportais ma connaissance durement acquise de la façon dont les prédateurs cachent de l'argent et manipulent les systèmes. Notre premier client est venu par le bouche à oreille, une pédiatre dont le mari, un banquier, cachait des actifs en crypto-monnaie. Nous avons trouvé 2 millions de dollars qu'il prétendait ne pas exister. Et soudain, nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Des femmes de tout Chicago, puis de l'Illinois, puis des États voisins, toutes avec la même histoire. Des maris qui pensaient être trop intelligents pour se faire prendre. Emma s'est adaptée à notre nouvelle vie avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Sa nouvelle école ne connaissait pas le scandale, ne chuchotait pas à propos de son père en prison fédérale. Elle s'est fait des amis qui venaient pour des après-midi de jeu dans notre petit appartement. Leurs parents reconnaissant d'un endroit sur où les enfants pouvaient être des enfants. Les murs sont devenus des galeries pour ses œuvres d'art. Des papillons, des arcs-en-ciel et parfois une image triste qui me rappelait que la guérison n'était pas linéaire. Les leçons de piano ont continué, mais maintenant avec Madame Kim du centre communautaire au lieu du coûteux professeur privé sur lequel Adacus avait insisté. Emma ne semblait pas remarquer la différence, remplissant nos soirées de gammes et de mélodies simples qui sonnaient comme de l'espoir. Parfois, je la surprenais en train de jouer, pour Élise, le morceau de son récital qu'Adacus avait manqué, et elle s'arrêtait au milieu d'une note, perdue dans ses pensées. « Est-ce que la grande maison te manque ?» lui ai-je demandé un soir alors que nous mangions des plats chinois à emporter à notre petite table à manger, les lumières de la ville scintillant à travers notre fenêtre comme des étoiles terrestres. Elle a réfléchi à cela en enroulant des nouilles sur ses baguettes. La grande maison était solitaire. Celle-ci est confortable. Et tu es plus là. Son 7e anniversaire est arrivé un samedi de mars. Le premier anniversaire sans l'ombre des cadeaux d'Adacus ou de ses promesses non tenues. J'ai préparé un gâteau au chocolat à partir d'un mélange en boîte, de travers et imparfait, décoré avec du glaçage de supermarché et des bougies qui ne tenaient pas droite. Emma a déclaré que c'était le meilleur gâteau de tous les temps parce que je l'avais fait moi-même. 12 enfants de sa classe se sont entassés dans notre appartement, le transformant en un chaos joyeux. Sophia est arrivée avec ses jumeaux, m'aidant à gérer le chaos alimenté au sucre pendant que nous regardions nos enfants jouer à des jeux qui ne nécessitaient pas d'équipement coûteux ou de planification élaborée. Épingler la queue de l'âne en utilisant une affiche que j'avais dessinée moi-même. Des chaises musicales avec la playlist d'Emma. Une joie simple qui ne coûtait presque rien mais signifiait tout. Quand Emma a soufflé ses bougies, ses yeux fermés avec concentration. Je savais qu'elle ne souhaitait pas le retour de son père. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait souhaité un chiot, ce qui semblait être le genre de problème que je pouvais réellement résoudre. 3 semaines après la fête d'anniversaire, je me suis assise à mon bureau, un vrai maintenant, acheté d'occasion mais solide, et j'ai écrit une lettre à Adacus. 3 pages de tout ce que j'avais voulu dire mais que je n'avais pas pu pendant le procès. Comment sa trahison m'avait appris à me faire confiance au lieu de lui faire confiance. Comment sa cruauté avait révélé une force que je ne savais pas que j'avais. Comment son absence avait montré à Emma et à moi que nous étions déjà complètes sans lui. La lettre est restée sur mon bureau pendant une semaine, l'enveloppe adressée à son établissement fédéral en Indiana. Chaque matin, je la regardais, me demandant si l'envoyer apporterait une conclusion ou ne ferait que rouvrir des blessures. Finalement, un jeudi pluvieux, je l'ai tenu au-dessus de l'évier de la cuisine et je l'ai allumé avec une allumette. Le papier s'est enroulé et noirci, notre passé se transformant en cendres et s'écoulant dans le drain. L'avenir méritait mon énergie plus que son fantôme. Ces lettres sont arrivées tous les mois au début,
transmise par le bureau de mon avocat. Je reconnaissais son écriture sur les enveloppes, probablement pleines de justifications, de supplications ou de manipulations. Elles sont allées directement dans une boîte dans le placard, non ouverte. Finalement, elles se sont espacées à tous les quelques mois, puis ont cessé complètement. Scarlett n'a jamais écrit du tout, probablement trop fière pour reconnaître ce qu'elle était devenue. 2 ans après ce terrible gala, un soir d'octobre exceptionnellement chaud, je me tenais sur notre petit balcon pendant qu'Emma pratiquait le piano à l'intérieur. La mélodie de la sonate au clair de lune flottait à travers la porte coulissante, plus complexe que tout ce qu'elle aurait pu jouer auparavant. Victoria avait envoyé un SMS à propos d'un nouveau client, un enseignant dont le mari entrepreneur cachait des pots de vin de rénovation dans des comptes offshore. La ligne d'horizon de Chicago s'étalait devant moi, les bâtiments devenant dorés au soleil couchant. Quelque part en Indiana, Adacus était assis dans une cellule fédérale, croyant probablement toujours qu'il était la victime. Ailleurs, Eleanor vivait avec sa honte. Quelque part, tous les gens qui avaient chuchoté à ce gala étaient passés à de nouveaux scandales. Mais ici, dans ce petit appartement avec des meubles d'occasion et les murs de la galerie d'art de ma fille, nous avions construit quelque chose de réel. Pas riche selon les normes de Lincoln Park, mais riche d'une manière qui ne pouvait être volée ou détournée. Emma avait appris que l'amour ne devait pas faire mal, que les promesses devaient être tenues, que de petits appartements pouvaient contenir plus de bonheur que des manoirs vides. Le chiot, un bâtard de refuge qu'Emma a appelé Sunshine, a aboyé de l'intérieur, mendiant probablement son dîner. Le SMS de Victoria a de nouveau vibré, cette fois à propos de l'embauche d'un assistant parce que nous avions trop de clients. Emma est passée à un morceau que je ne reconnaissais pas. Quelque chose qu'elle composait elle-même, m'avait-elle dit fièrement. Cette histoire de trahison et de justice vous a tenu en haleine ? Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Luna a posé son alliance sur cette table en marbre, sachant qu'elle était sur le point de tout exposer. Quel a été votre moment de vengeance préféré ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de triomphe comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.